Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème 1, un niveau d'organisation, les éléments chimiques. Commençons par étudier comment se sont formés les éléments chimiques. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers qui referme tout l'espace est infiniment dense et chaud. Brusquement, il se dilate rapidement et se propage dans toutes les directions. Cette expansion de l'univers s'accompagne d'un rapide refroidissement. La matière peut alors apparaître sous forme d'une soupe de particules composée de particules les plus élémentaires connues, les électrons, les quarks et les protons. La température est alors de 1000 milliards de degrés. L'univers gonfle et la température diminue. Les particules arrêtent de s'agiter. Environ un dixième de seconde après le Big Bang, la température est d'environ 10 milliards de degrés Celsius. Les quarks peuvent alors s'associer pour former des nucléons, les protons et les neutrons. Comme vous le savez, ce sont les constituants du noyau. L'univers existe depuis quelques secondes, sa température a suffisamment baissé pour que les nucléons s'assemblent à leur tour au cours de réactions de fusion nucléaire pour former les premiers noyaux, l'hydrogène, un seul proton, le deutérium, l'hélium, le lithium. C'est la nucléosynthèse primordiale. On peut alors commencer à remplir le fameux tableau périodique de Mendeleïev. Après quelques minutes, l'univers est trop froid pour permettre la fusion des nucléons. L'histoire de la matière aurait pu s'arrêter là. Il faudra attendre 380 000 ans que la température tombe à 3000 degrés, les électrons s'agitent moins, se lient au noyau déjà formé, en libérant ainsi des photons, et la lumière fut. Les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium apparaissent. Qu'en est-il des autres atomes ? La création des atomes fait alors une pause de près d'1 milliard d'années. Pendant cette période, d'immenses nuages de matière se concentrent sous l'effet de la gravité pour donner naissance aux premières étoiles et galaxies. Le cœur de ces étoiles contient d'innombrables noyaux d'hydrogène. Il y fait très chaud, près de 10 millions de degrés, tellement chaud que les noyaux fusionnent pour créer des noyaux d'hélium, de carbone, de bore, de fluor, etc., jusqu'aux noyaux les plus lourds, les noyaux de fer, pour les plus grosses étoiles. C'est la nucléosynthèse stellaire. Lorsqu'elles arrivent en fin de vie, certaines étoiles explosent, c'est ce qu'on appelle une supernova. Elles libèrent alors dans tout l'univers tous les noyaux produits. Ces noyaux se chargent au passage de neutrons pour former d'autres noyaux. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse explosive. Il faudra attendre encore des dizaines de milliers d'années pour que les électrons se lient à tous les noyaux créés et forment ainsi les 94 éléments naturels du tableau périodique. Alors à partir de ça, on peut parler de la composition de l'univers, de la Terre et des êtres vivants. Alors dans l'univers, on l'a dit, principalement, il y a de l'hydrogène, c'est la partie grise, et de l'hélium. Dans le monde vivant, vous le savez, il y a principalement de l'oxygène, du carbone, de l'hydrogène évidemment, et puis d'autres éléments. Au niveau de la croûte terrestre, la répartition est un peu différente, 46% d'oxygène, 28% de silicium, etc. Donc ces chiffres ne sont pas à retenir et on travaillera sur des documents pour comparer éventuellement les compositions. Alors on a vu dans la formation des différents éléments qu'il y avait des réactions qui sont dites des réactions de fusion. Il y aura aussi des réactions de fission, on va en parler. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la radioactivité et en l'occurrence la désintégration radioactive. Alors, c'est quoi la radioactivité ? C'est un phénomène naturel, il est lié à l'instabilité de certains noyaux. Il y en a dans la mer, il y en a dans l'air. Nous sommes nous-mêmes radioactifs, et puis les roches aussi sont radioactives, donc elle est partout. Alors, regardons de plus près la structure de la matière. Donc, prenons un bloc de matière. Ce bloc de matière, il est constitué de quoi ? On le sait, il est constitué d'une structure moléculaire.
Les molécules sont constituées d'atomes, et vous savez, depuis l'an dernier, qu'un atome, c'est quoi? Ce sont des électrons qui gravitent, négatifs, qui gravitent autour d'un noyau qui est composé de N neutrons et de Z protons. Donc, le nombre Z, appelé numéro atomique, c'est ce qui définit l'élément chimique. Donc, par exemple, Z égale 1, c'est de l'hydrogène. Z égale 2, c'est l'hélium, on en a déjà parlé. Si Z égale 6, c'est bien connu, c'est le carbone. Et les éléments chimiques sont ainsi classés en fonction de le numéro atomique, ce qui a été fait, qui a été débuté par Mendeleïev. Et voilà toute la classification dont vous avez déjà parlé l'année dernière. Alors, vous connaissez les isotopes, vous savez que les isotopes, ce sont des atomes qui ont le même nombre Z, mais pas le même nombre de neutrons. Et donc, certains peuvent être instables. Alors, regardons les deux isotopes du carbone. Le carbone 14 qui a 8 neutrons, alors que le carbone 12, il a 6 neutrons. Et donc, l'un est instable, l'autre est stable. Alors, parlons maintenant des isotopes dits radioactifs. Donc, la radioactivité, c'est une propriété de certains isotopes instables. Donc un noyau radioactif instable, il va se transmuter, c'est pas une réaction chimique, c'est une transmutation, spontanément, donc un noyau plus stable, qu'on appelle un noyau fils. Ce phénomène libère une grande quantité d'énergie sous forme d'un rayonnement, et ce rayonnement est appelé la radioactivité. Alors il existe 3 types de radioactivité. La radioactivité alpha, donc pour les noyaux Z, dont Z est supérieur à 84, et là, vous avez création de ce qu'on appelle une particule alpha, c'est un noyau d'hélium avec 2 protons et 2 neutrons. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les radioactivités bêta. Donc en l'occurrence ici un exemple, la radioactivité bêta-, qui va créer un électron. Et puis vous avez ensuite la radioactivité gamma avec création d'une particule gamma, une particule de haute énergie. Donc tout ça, ça peut se quantifier. C'est-à-dire, est-ce que ça dure longtemps cette radioactivité? Donc on sait qu'il y a des intégrations qui arrivent régulièrement, et on nomme la demi-vie, c'est le temps au bout duquel la moitié des atomes se seront désintégrés. Donc par exemple ici, prenons le carbone 14, pour le carbone 14 c'était 5700 ans. Si ensuite on attend encore une demi-vie, il y aura la moitié des atomes qui seront désintégrés, encore une demi-vie, encore la moitié, etc. Donc, quand est-ce qu'on rencontre les propriétés de la radioactivité? Dans la médecine, ça vous l'avez sûrement vu l'année dernière avec la scintigraphie, la radiographie, les scanners. Dans l'armement, malheureusement, les bombes atomiques. Dans la production d'énergie nucléaire, vous le savez. Et puis aussi dans les techniques de datation, ce qui permet de savoir quand on a trouvé quelque chose, si c'est ancien ou pas. On va utiliser ce qu'on appelle le carbone 14. Et donc, il faudra que les éléments qu'on veut dater contiennent du carbone. Que faut-il retenir? Et tout d'abord qu'il y a 13,8 milliards d'années, le Big Bang a créé une soupe de particules qui a produit les premiers noyaux d'hydrogène, puis d'hélium et de lithium. Que grâce à l'interaction gravitationnelle, les premières étoiles se sont formées, ont fusionné et engendré des nouveaux éléments, du carbone jusqu'au fer. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Ensuite, les étoiles les plus massives ont explosé et ont créé d'autres éléments chimiques. C'est la nucléosynthèse explosive. La composition de l'univers est liée à sa création. Donc l'univers contient essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. La Terre comprend des éléments plus massifs que le fer. Donc tout ça, c'est postérieur à une explosion de supernova. Les êtres vivants, eux, sont constitués de molécules organiques, vous le savez, donc essentiellement constitués de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Certains noyaux sont instables et ils se désintègrent aléatoirement, donc on ne sait pas quand, en émettant des particules. Mais on sait qu'il faudra une période, qu'on appelle aussi demi-vie, pour désintégrer la moitié des noyaux qu'on a à un instant donné. Cette durée, elle est propre à chaque noyau. Le carbone 14, par exemple, c'est 5730 ans. Et les êtres vivants, eux, possèdent un taux de carbone 14, et quand ils meurent, il n'est pas renouvelé, et sa décroissance commence. On peut alors calculer l'âge d'un échantillon en mesurant son taux de carbone 14. Merci de votre attention et à bientôt.